Fermeriez-vous les yeux si l'enfant que vous bercez n'était pas censé être le vôtre, mais que vous saviez qu'il courait un danger réel? En mai 1927, dans une petite ville côtière de Normandie, une jeune servante apparaît sur un portrait familial, tenant le bébé de la maison contre sa poitrine, sous le regard calme d'un couple bourgeois respecté. Officiellement, ce cliché devait célébrer un bonheur retrouvé. Officieusement, il a figé l'instant précis où une vérité interdite risquait de tout faire basculer. Car derrière ce simple portrait, un secret de naissance, une mort passée sous silence et une décision prise dans l'ombre allaient transformer plusieurs vies, bien au-delà de cette maison. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, et vous comprendrez pourquoi l'erreur n'a jamais été l'abandon. Avant de commencer, si vous aimez les histoires humaines profondes, basées sur des faits plausibles et chargés de sens, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir ce travail. Dites-nous aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Vos messages montrent que ces récits résonnent bien au-delà d'une seule époque. Sur cette photographie prise en mai 1927, une jeune servante tient un bébé contre sa poitrine avec une tendresse qui ne ressemble en rien à celle d'une domestique obéissante. Ses yeux ne regardent pas l'objectif. Ils fixent quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Un secret terrible qui, dans exactement 3 heures, la forcerait à faire le choix le plus dangereux qu'une femme de sa condition pouvait faire à cette époque. Cette photographie fut découverte dans une malle abandonnée à Caen en 1982, lors de la démolition d'une ancienne maison de ville. Les archives municipales de Saint-Aubin-sur-Mer confirment que le portrait fut commandé par Henri Renaudin, commerçant prospère, pour célébrer ce qu'il appelait dans sa correspondance avec le photographe son bonheur familial retrouvé. Mais en observant attentivement le visage de la jeune femme qui tient l'enfant, on remarque quelque chose d'étrange. Son sourire est figé, presque douloureux, comme si elle savait qu'au moment même où le déclencheur se fermerait, une partie d'elle-même mourrait pour toujours. Voici Aimée Duroy, 23 ans, fille de pêcheur mort en mer, orpheline depuis ses 14 ans. Le bébé qu'elle serre contre elle s'appelle Émile. 8 mois, des yeux bleus identiques aux siens, un petit poing qui s'accroche à son tablier avec une force qui défie toute logique professionnelle. Les registres paroissiaux de la région attestent qu'Aimée fut placée chez les Renaudin en octobre 1919, à l'âge de 15 ans, après que sa famille eut tout perdu dans une tempête qui emporta le bateau de son père et ses 2 frères aînés. Elle n'avait nulle part où aller, pas de dot, pas d'éducation, juste des mains habituées au travail dur et un silence résigné face à ce que la vie lui offrait. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Aimée gardait un secret qui aurait pu détruire la réputation de la famille la plus respectable de Saint-Aubin-sur-Mer. Un secret que même sa propre sœur n'avait pas eu le temps de lui confier avant de mourir. Parce que 6 mois plus tôt, en novembre 1926, Suzanne Duroy, sa sœur cadette de 19 ans, était décédée lors d'un accouchement clandestin dans une chambre sombre de Rouen. Les témoignages recueillis par le curé de la paroisse locale indiquent que la jeune fille était arrivée enceinte de 6 mois, seule, terrifiée, sans argent. Elle avait supplié une sage-femme de l'aider, promettant de payer plus tard, mais l'hémorragie avait été trop forte. Suzanne était morte en serrant dans sa main un mouchoir brodé aux initiales H, R, Henri Renaudin. Aimée n'avait découvert cette vérité que 2 semaines après l'enterrement discret de sa sœur, lorsque le père Augustin, le vieux prêtre qui connaissait toutes les misères cachées du village, lui avait murmuré lors d'une confession qu'il serait préférable qu'elle reste proche de l'enfant qui venait d'arriver dans la maison Renaudin. Il n'avait rien dit de plus. Pas de preuves, pas de documents, juste un regard lourd de sens et une phrase qui résonnait encore dans sa tête comme une condamnation. Vous comprenez pourquoi vous devez rester, n'est-ce pas? Ce n'était même pas une question, c'était une sentence. Alors Aimée était restée, parce qu'Émile n'était pas seulement le fils que monsieur et madame Renaudin présentaient fièrement à leurs invités lors des dîners du dimanche, c'était le fils de Suzanne, son neveu, le dernier morceau de famille qui lui restait sur cette terre,
Et chaque fois qu'elle le berçait la nuit, chaque fois qu'elle essuyait ses larmes, chaque fois qu'elle le nourrissait quand Madame Colette Renaudin prétendait être trop fatiguée pour s'occuper de lui, elle sentait le poids de cette vérité écraser sa poitrine. Parce que Madame Colette ne pouvait pas allaiter. Les médecins avaient confirmé qu'elle avait subi des complications après une fausse couche 3 ans auparavant, et que son corps ne produirait jamais de lait. Donc c'était Aimé qui nourrissait Émile. Aimé qui se levait à 3 heures du matin quand il pleurait. Aimé qui chantait les berceuses que sa propre mère lui avait apprises. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Émile avait de la fièvre, son front brûlant, ses petits doigts tremblants. Madame Colette, pâle et nerveuse, avait accusé Aimé de ne pas savoir habiller correctement l'enfant, de le laisser prendre froid, d'être incompétente. Monsieur Renaudin, préoccupé par ce que les voisins pourraient penser si la santé fragile du bébé venait à se savoir, avait décidé que la photographie serait prise quand même, pour l'album familial, pour montrer au monde que tout allait bien, que leur fils était en parfaite santé, que leur foyer était heureux. Sauf que lorsque le photographe était arrivé avec son matériel encombrant, Madame Colette avait refusé de prendre Émile dans ses bras. Elle avait murmuré quelque chose à propos de son teint trop pâle, de ses yeux gonflés, du fait qu'elle ne voulait pas apparaître défaite sur une photographie censée immortaliser leur bonheur. Alors Monsieur Renaudin avait tendu le bébé à Aimé avec un geste impatient et avait dit d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Faites ce que vous faites toujours. Il arrête de pleurer quand vous le prenez. » Et c'était vrai. Émile s'était calmé instantanément. Ses petits doigts avaient agrippé le tablier d'Aimé. Son visage fiévreux s'était niché contre son épaule. Et pendant que le photographe installait son trépied, pendant que Madame et Monsieur Renaudin prenaient leur pause, pendant que le monde entier semblait figer ce moment comme une image parfaite d'une famille respectable, Aimé avait senti quelque chose se briser en elle. Parce que la veille au soir, elle avait pris une décision si dangereuse, si impossible, que même maintenant, en tenant Émile dans ses bras sous le regard du photographe, elle tremblait encore. Elle avait parlé avec Marcel Delorme, le facteur du village, un homme veuf de 35 ans qui, depuis des mois, lui adressait des regards respectueux et des sourires discrets. Un homme qui, lorsqu'elle lui avait confié à voix basse la vérité sur Émile, n'avait pas reculé, n'avait pas jugé, avait simplement dit « Si vous voulez partir, je peux vous aider. Partir. Emmener Émile loin de cette maison, loin de Monsieur Renaudin qui l'avait engrossé puis abandonné sa sœur, loin de Madame Colette qui faisait semblant d'aimer un enfant qui n'était pas le sien juste pour sauver les apparences, loin de cette vie de domestique invisible, où elle n'était rien d'autre qu'une paire de mains utiles. Marcel avait des cousins à Caen. Des gens discrets, des gens qui ne poseraient pas de questions. Il avait dit qu'il pourrait y aller l'après-midi même, pendant que les Renaudin recevraient leurs invités pour le thé. Mais ce qu'Aimé ne savait pas, c'est que Madame Colette avait tout entendu. Cachée derrière la porte de la cuisine, la nuit précédente, elle avait écouté chaque mot, chaque plan, chaque espoir murmuré dans l'obscurité. Et maintenant, alors que le photographe levait la main pour compter jusqu'à 3, alors qu'Émile se blottissait contre la poitrine d'Aimé, alors que Monsieur Renaudin affichait son sourire satisfait de propriétaire, Madame Colette regardait la jeune servante avec une expression qu'Aimé ne parvenait pas à déchiffrer. Était-ce de la colère, de la trahison, ou quelque chose de bien plus dangereux, de la compréhension? Pour comprendre pourquoi Aimé était prête à risquer sa vie pour un enfant que tout le monde croyait appartenir à une autre femme, il faut revenir 8 ans en arrière. À l'automne 1919. La France sortait à peine de la Grande Guerre. Les villages côtiers comme Saint-Aubin-sur-Mer avaient perdu une génération entière d'hommes dans les tranchées. Ceux qui étaient revenus portaient dans leurs yeux quelque chose de brisé, quelque chose qui ne guérirait jamais. Les femmes, elles, avaient appris à survivre seules, à travailler comme des bêtes, à enterrer leurs rêves avec leurs morts. Aimé avait 15 ans quand la tempête avait tout emporté. Son père, ses 2 frères, le bateau qui était leur seul gagne-pain. Les archives de la capitainerie du port conservent le rapport daté du 12 octobre 1919, mentionnant la disparition en mer du chalutier Marie-Jeanne et de son équipage de 4 hommes.
Aucun corps n'avait été retrouvé, juste des débris de bois flottant sur l'eau noire. Sa mère, déjà malade de la tuberculose, n'avait pas survécu à l'hiver suivant. Aimé s'était donc retrouvé seul avec Suzanne, sa petite sœur de 11 ans. 2 orphelines sans argent, sans toit, sans avenir. C'est le curé qui avait trouvé la solution. Monsieur Renaudin cherchait une domestique pour sa femme qui venait de faire une fausse couche et avait besoin de repos. Une jeune fille forte, discrète, qui saurait tenir une maison. Aimé avait accepté sans hésiter, parce qu'en échange, les Renaudin avaient promis de payer le pensionnat pour Suzanne dans un couvent à Rouen, un endroit où elle serait nourrie, éduquée, protégée. C'était tout ce qu'Aimé pouvait espérer pour sa sœur, une chance d'échapper à la misère. Pendant 8 ans, elle avait travaillé comme une forcenée, levée à 4 heures du matin pour allumer les feux, préparer le petit déjeuner, nettoyer les chambres, laver le linge à la main dans l'eau glacée de la cour, servir les repas sans jamais croiser le regard des invités, disparaître dans les murs dès qu'on n'avait plus besoin d'elle. Les témoignages d'anciennes domestiques recueillis dans les mémoires publiées après la guerre confirment que les conditions de travail dans les maisons bourgeoises de l'époque étaient proches de l'esclavage domestique. Pas de jours de repos, pas de salaire décent, juste un lit dans une chambre sous les toits et 3 repas par jour si on avait de la chance. Mais Aimé ne se plaignait jamais, parce qu'elle recevait des lettres de Suzanne. Des lettres pleines d'espoir, d'excitation, de projets d'avenir. Sa petite sœur apprenait à lire et à écrire correctement. Elle étudiait la couture, le catéchisme, la musique. Elle parlait d'un jour où elle pourrait travailler comme gouvernante dans une bonne famille, peut-être même à Paris. Et chaque mot de ces lettres donnait à Aimé la force de continuer, de serrer les dents, d'accepter les humiliations quotidiennes de Madame Colette, qui la traitait comme un meuble, les regards insistants de certains invités qui la déshabillaient du regard, les nuits glaciales où elle devait choisir entre manger ou économiser quelques centimes pour envoyer à sa sœur. Puis en juin 1926, les lettres s'étaient arrêtées. D'un coup. Plus rien. Aimé avait écrit au couvent. Pas de réponse. Elle avait supplié Monsieur Renaudin de l'autoriser à prendre un jour pour aller à Rouen. Il avait refusé. Trop de travail. Pas le moment. Madame avait besoin d'elle. 3 mois d'angoisse. 3 mois à imaginer le pire. Et puis en septembre, une sœur du couvent était venue la voir. Suzanne n'était plus là. Elle était partie en mars sans prévenir personne. Disparue. Les registres du couvent indiquent effectivement le départ non autorisé de Suzanne Duroy, le 15 mars 1926, sans explication, sans destination connue. Aimé avait senti son monde s'effondrer. Mais elle n'avait même pas eu le temps de chercher sa sœur, parce que 2 jours plus tard, Monsieur Renaudin était rentré d'un voyage d'affaires à Rouen avec un bébé emmailloté dans une couverture. Il avait expliqué à sa femme et aux domestiques que c'était leur fils, que Madame Colette avait accouché discrètement dans une clinique privée pour éviter les commérages, que personne ne devait poser de questions. Les archives médicales de l'époque ne mentionnent aucun accouchement de Colette Renaudin, mais dans la France bourgeoise des années 20, ce genre d'arrangement n'était pas rare. Des couples stériles adoptaient secrètement des enfants nés hors mariage et les présentaient comme leurs propres descendants pour préserver leur statut social. Madame Colette avait accepté sans un mot. Elle avait pris le bébé dans ses bras avec un sourire forcé et avait dit « Merci mon amour », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais Aimé avait vu ses mains trembler, avait vu la terreur dans ses yeux, avait compris qu'elle aussi jouait un rôle, qu'elle aussi était prisonnière de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. C'est 2 semaines plus tard que tout s'était révélé. Le père Augustin avait demandé à voir Aimé après la messe. Il l'avait emmené dans la sacristie et lui avait tendu un mouchoir brodé. Les initiales SD cousues dans un coin. Suzanne Duroy. Le vieux prêtre avait murmuré que Suzanne était morte en couche dans une chambre misérable de Rouen, que l'enfant avait survécu, que le père était un homme marié qui avait tout arrangé pour faire disparaître le scandale. Il n'avait pas prononcé le nom d'Henri Renaudin. Mais il n'avait pas eu besoin. Le mouchoir était trempé de sang séché, et dans un coin, griffonné à la hâte, un mot. Pardon. Aimé n'avait pas pleuré. Elle était restée debout, les jambes tremblantes,
regardant ce mouchoir comme si c'était la preuve d'un crime qu'elle ne pourrait jamais dénoncer. Parce que dénoncer signifierait perdre son emploi, perdre le toit au-dessus de sa tête, et pire encore, perdre Émile. Le bébé qui portait le visage de sa sœur, les yeux bleus identiques, le petit nez retroussé, les mêmes mains fines, son neveu, le dernier membre de sa famille. Alors elle était retournée à la maison Renaudin et avait continué à servir en silence. Mais désormais, chaque fois qu'elle berçait Émile, ce n'était plus un devoir professionnel. C'était un acte de résistance silencieuse. Une façon de dire à Suzanne, morte trop jeune, trahie, abandonnée, que son fils ne serait pas oublié, qu'il serait aimé, protégé, même si personne d'autre ne connaissait la vérité. Sauf que maintenant, 6 mois plus tard, Aimé réalisait que l'amour ne suffisait pas, parce que Madame Colette ne supportait plus de voir Émile pleurer uniquement dans les bras d'Aimé, ne supportait plus les regards des invités qui remarquaient combien le bébé ressemblait à la servante. Et surtout, elle ne supportait plus de jouer la comédie d'une mère aimante, alors qu'elle savait pertinemment que cet enfant était le fruit de l'infidélité de son mari avec une fille de 19 ans. La veille de la photographie, Madame Colette avait annoncé sa décision à table devant Monsieur Renaudin. Elle voulait envoyer Émile chez une nourrice à la campagne, loin de la maison, loin des domestiques qui s'attachaient trop, loin des yeux qui posaient trop de questions. Monsieur Renaudin avait approuvé d'un hochement de tête distrait, trop occupé à compter ses profits commerciaux pour se soucier du destin d'un bébé qu'il n'avait jamais vraiment voulu. Aimé avait compris ce soir-là qu'elle devait choisir. Rester et regarder Émile disparaître dans une ferme isolée où personne ne l'aimerait jamais vraiment. Ou partir. Fuir. Briser toutes les règles. Devenir une voleuse aux yeux de la loi. Parce qu'emmener l'enfant d'une famille bourgeoise, même si c'était son propre neveu, même si c'était pour le sauver, c'était un crime passible de prison. Mais quand Marcel lui avait dit « Je peux vous aider », quelque chose en elle s'était réveillé. Une rage sourde, une détermination féroce, le refus absolu de laisser Suzanne mourir une deuxième fois en abandonnant son fils. Alors oui, elle avait fait des plans, avait préparé une petite valise avec les quelques vêtements d'Émile, avait calculé le meilleur moment pour partir. L'après-midi, pendant que les Renaudin recevraient leurs invités pour le thé hebdomadaire, Marcel viendrait avec une charrette. Direction Caen, nouvelle vie, nouvelle identité. Mais maintenant, debout devant l'objectif du photographe, tenant Émile contre son cœur, sentant le regard de Madame Colette peser sur elle comme une sentence, Aimé comprenait quelque chose de terrible. Madame Colette savait, et dans moins de 2 heures, elle découvrirait si cette femme qu'elle avait servie pendant 8 ans la dénoncerait. Ou si, contre toute attente, elle la laisserait partir. Le photographe compta jusqu'à 3, et le déclencheur se ferma avec un claquement sec, qui résonna comme un coup de feu dans le silence tendu du salon. Monsieur et Madame Renaudin gardèrent leur sourire figé encore quelques secondes, puis Madame Colette se détourna brusquement et monta à l'étage sans un mot. Monsieur Renaudin paya le photographe, lui serra la main et s'enferma dans son bureau pour répondre à sa correspondance commerciale. La vie reprit son cours normal dans la maison, sauf pour Aimé, qui sentait son cœur battre si fort qu'elle en avait la nausée. Elle porta Émile à l'étage, dans la nurserie, et le coucha dans son petit lit. Le bébé s'agrippa à son doigt avec une force désespérée, comme s'il sentait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Aimé caressa son front brûlant. La fièvre n'était pas tombée. Il faudrait appeler le médecin. Mais Madame Colette détestait déranger le docteur Lebrun pour ce qu'elle appelait des caprices de bonne santé. Les statistiques de mortalité infantile pour la France de 1927 montrent qu'un enfant sur 5 mourait avant l'âge de 5 ans, souvent de maladies qui auraient pu être soignées si les familles avaient consulté à temps. Mais dans les familles bourgeoises, la peur du scandale et du jugement social l'emportait parfois sur la prudence médicale. Aimé murmura une berceuse que sa mère lui chantait autrefois, une vieille comptine normande sur un petit bateau qui partait vers des terres lointaines. Émile ferma les yeux. Sa respiration se calma. Et pendant un instant, Aimé se permit d'imaginer un avenir différent. Une petite maison à Caen. Marcel rentrant du travail. Émile courant dans un jardin. Une vie simple, honnête,
libre. Puis une voix froide brisa le silence derrière elle. « Aimé, venez dans ma chambre, maintenant. » C'était Madame Colette. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Aimé se redressa lentement, vérifia qu'Émile dormait et suivit sa maîtresse dans le couloir. Son cœur cognait si fort qu'elle entendait le sang battre dans ses tempes. C'était fini. Madame Colette allait la confronter, la menacer, peut-être même appeler la police. Voler un enfant de famille bourgeoise, c'était un crime grave. Les archives judiciaires de l'époque révèlent plusieurs cas de domestiques arrêtés pour enlèvement d'enfants, condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Mais quand Madame Colette ferma la porte de sa chambre et se tourna vers Aimé, ce ne fut pas la colère que la jeune servante lut sur son visage. Ce fut quelque chose de bien plus troublant. De la lassitude, une fatigue profonde, viscérale, qui semblait avoir rongé cette femme de l'intérieur pendant des années. Madame Colette s'assit sur le bord de son lit et regarda ses mains tremblantes. « J'ai entendu votre conversation avec le facteur hier soir, » dit-elle d'une voix neutre. « Vous comptez partir cet après-midi pendant le thé. Emmener Émile, disparaître. » Aimé ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Nier serait inutile, avouer serait dangereux. Alors elle resta debout, les bras le long du corps, attendant le verdict. Mais Madame Colette ne l'accusa pas. Elle leva les yeux vers la jeune servante et murmura quelque chose qui glaça le sang d'Aimé. « Le problème, ce n'est pas que vous voulez partir. Le problème, c'est que moi, je veux que vous restiez. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Dehors, on entendait les mouettes crier au-dessus de la mer. Le vent faisait claquer les volets. Et entre ces deux femmes que tout séparait, rang social, éducation, pouvoir, quelque chose de fragile et de terrible se construisait. Une compréhension mutuelle née de la même prison dorée. Madame Colette se leva et marcha vers la fenêtre. « Vous croyez que je ne sais pas d'où vient cet enfant ?» dit-elle sans se retourner. « Vous croyez que je suis assez stupide pour croire que mon mari est allé chercher notre fils dans une clinique de Rouen ? Les correspondances privées de femmes bourgeoises de cette époque, conservées dans les archives départementales, montrent que beaucoup d'épouses connaissaient les infidélités de leur mari, mais choisissaient le silence pour préserver leur statut social et éviter le divorce qui les aurait laissés sans ressources. Je sais qu'Henri a eu une liaison. Je sais que cette fille est morte en couche. Je sais qu'il a ramené le bébé ici pour éviter le scandale. Et je sais, continua-t-elle en se tournant enfin vers Aimé, que cette fille était votre sœur. Les jambes d'Aimé faillirent se dérober sous elle. Comment pouvait-elle savoir? Le père Augustin, répondit Madame Colette avec un sourire amer. Il est venu me voir il y a 3 mois. Il m'a dit qu'il avait péché par omission en ne vous révélant pas toute la vérité, que c'était son devoir de m'informer que la servante qui s'occupait de l'enfant de mon mari était en réalité la tante de ce même enfant. Il pensait que je méritais de savoir. Aimé sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors vous savez, depuis 3 mois, et vous n'avez rien dit. Qu'aurais-je pu dire, murmura Madame Colette, que mon mari a violé l'innocence d'une fille de 19 ans, que j'ai accepté de mentir pour préserver notre réputation, que je vis chaque jour avec un enfant qui me rappelle ma propre stérilité, que je suis devenue une étrangère dans ma propre maison. Elle s'approcha d'Aimé et prit ses mains dans les siennes. Geste impensable pour une femme de sa condition envers une domestique. Vous voulez partir parce que vous pensez que c'est la seule façon de sauver cet enfant. Mais moi, Aimé, je veux que vous partiez parce que c'est la seule façon de me sauver moi. Aimé ne comprenait plus rien. Madame, je ne... Écoutez-moi, l'interrompit Madame Colette d'une voix pressante. Cet après-midi, nous recevrons les Beaumont et les Mercier pour le thé. Comme chaque semaine, Henri sera occupé à leur parler affaires. Moi, je serai au salon à servir le thé et à écouter Madame Beaumont se vanter de ses enfants parfaits. Vous aurez exactement 1 heure. Le temps que Marcel vienne avec sa charrette. Le temps de prendre Émile et de disparaître. C'est de la folie, souffla Aimé. Henri vous tuera. Il me fera arrêter. Il retournera ciel et terre pour retrouver l'enfant. Non, dit Madame Colette avec une détermination glacée.
Parce que je vais lui dire que vous êtes parti chercher un médecin pour Émile, que vous avez paniqué en voyant sa fièvre empirer, que vous avez pris le premier train pour Rouen pensant trouver un spécialiste. Le temps qu'il réalise que vous ne reviendrez pas, vous serez déjà loin. Et quand il voudra alerter la police, je lui rappellerai que chercher cet enfant signifie révéler son origine, révéler sa liaison, révéler son crime. Aimé tremblait de tout son corps. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Madame Colette sourit tristement. Ce n'est pas pour vous, Aimé. C'est pour moi. Parce que chaque fois que je vois cet enfant, je vois l'échec de mon mariage, l'échec de mon corps, l'échec de ma vie. Et chaque fois que je vous vois le bercer avec un amour que je n'arrive pas à ressentir, je réalise que le véritable crime, ce n'est pas votre départ, c'est mon mensonge. Elle sortit de sous son lit une petite valise en cuir. Dedans, des vêtements d'Émile, quelques jouets, et une enveloppe contenant de l'argent. Assez pour tenir plusieurs mois. Prenez ça, dit-elle en tendant la valise à Aimé, et partez avant que je change d'avis. Mais Aimé ne bougea pas, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose de terrible. Si je pars, vous resterez seul avec lui, avec un homme qui a détruit ma sœur. Madame Colette hocha lentement la tête. Oui, mais au moins, je ne serai plus obligé de faire semblant d'aimer son péché. Un bruit de pas lourd résonna dans le couloir. Monsieur Renaudin, il montait les escaliers. Madame Colette poussa Aimé vers la porte. Allez, maintenant, prenez Émile. Marcel vous attend au bout du chemin. Aimé attrapa la valise, les mains tremblantes. Elle regarda une dernière fois cette femme qui venait de lui offrir la liberté au prix de sa propre prison. « Merci », murmura-t-elle. Madame Colette détourna les yeux. « Ne me remerciez pas. Partez. Et ne revenez jamais. » Aimé se précipita dans la nurserie, prit Émile encore endormi dans ses bras, descendit l'escalier de service par les cuisines et sortit par la porte arrière. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Le vent marin lui fouettait le visage. Au loin, elle aperçut la silhouette de Marcel avec sa charrette, attendant au bout du chemin comme convenu. Elle courut comme elle n'avait jamais couru. Émile se réveilla et se mit à pleurer. Mais elle ne s'arrêta pas, ne se retourna pas, parce que derrière elle, dans la grande maison blanche qui avait été sa prison pendant 8 ans, Madame Colette Renaudin refermait une fenêtre et décidait de mentir pour la première fois de sa vie, pour sauver la seule chose qui lui restait de dignité. La charrette de Marcel cahota sur le chemin de terre pendant ce qui sembla une éternité. Aimé serrait Émile contre sa poitrine, enveloppé dans une couverture de laine, essayant de le calmer en lui murmurant des mots doux qui se perdaient dans le bruit des roues et le vent marin. Le bébé pleurait, sa fièvre n'était toujours pas tombée, et chaque sanglot déchirait le cœur d'Aimé comme un reproche. Elle était en train de fuir avec un enfant malade. Elle était en train de devenir une criminelle. Elle était en train de brûler tous les ponts qui auraient pu lui permettre de revenir en arrière. Marcel ne disait rien. Il tenait fermement les rênes, le regard fixé sur la route qui menait vers Caen. Un homme de 35 ans qui risquait sa propre réputation, peut-être même sa liberté, pour une femme qu'il connaissait à peine, et un enfant qui n'était pas le sien. Les témoignages de l'époque révèlent que de tels actes de solidarité entre classes sociales étaient rares, mais pas inexistants, souvent motivés par un sens profond de la justice ou par des liens affectifs naissants qui défiaient les conventions. Ils avaient parcouru environ 5 kilomètres quand Aimé entendit le bruit qu'elle redoutait le plus. Des sabots de cheval au galop. Quelqu'un les poursuivait. Elle se retourna et vit dans le crépuscule naissant une silhouette sombre qui se rapprochait à vive allure. Son sang se glaça. Henri Renaudin. Il avait découvert leur fuite plus tôt que prévu. Marcel fouetta les chevaux pour accélérer, mais la charrette chargée ne pouvait rivaliser avec un cavalier lancé au galop. En quelques minutes, l'homme les rattrapa et leur barra la route. Marcel tira brutalement sur les rênes. Les chevaux hennirent. La charrette s'arrêta dans un nuage de poussière. Mais ce n'était pas Henri Renaudin. C'était le père Augustin. Le vieux prêtre descendit de cheval avec difficulté, essoufflé, le visage rouge d'effort. Il s'approcha de la charrette en boitant légèrement. Aimé le regardait avec incompréhension, serrant Émile encore plus fort contre elle.
Qu'est-ce qu'il faisait là? Venait-il la ramener de force? La dénoncer? Attendez, haleta le père Augustin en levant une main tremblante. Je ne viens pas vous arrêter, je viens vous aider. Il sortit de sous sa soutane une enveloppe cachetée et la tendit à Aimée. Madame Renaudin m'a envoyé. Elle m'a dit de vous rattraper avant que vous n'arriviez à Caen. Il y a dans cette enveloppe l'acte de naissance d'Émile, le vrai. Celui qui indique que sa mère était Suzanne du Roy et que le père est inconnu. Henri l'avait caché dans son coffre, mais Colette l'a trouvé il y a des mois. Elle l'a gardé, au cas où. Aimée ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. C'était vrai. L'acte de naissance établi à Rouen le 20 septembre 1926 mentionnait clairement le nom de Suzanne du Roy comme mère, et la mention père inconnu. Les registres d'état civil de l'époque étaient souvent incomplets pour les naissances hors mariage, mais ce document prouvait qu'Émile n'avait jamais été légalement l'enfant des Renaudin. Vous comprenez ce que ça signifie, dit le père Augustin. Légalement, cet enfant n'a pas de père reconnu. Sa mère est décédée. Vous êtes sa seule famille directe encore vivante. Si Henri Renaudin tente de vous accuser d'enlèvement, ce document prouve que vous n'avez fait que récupérer votre neveu orphelin. Aimée sentit les larmes lui brûler les yeux. Pourquoi? Pourquoi Madame Colette faisait-elle tout ça? Le prêtre soupira. Parce qu'elle vient de comprendre quelque chose qu'elle refusait d'admettre depuis 3 ans, que son mariage est un mensonge, que son mari est un homme cruel, et que garder cet enfant dans sa maison, c'était perpétuer l'injustice qui a tué votre sœur. Il remonta péniblement sur son cheval. Il y a autre chose dans l'enveloppe. Une lettre de Madame Renaudin adressée au maire de Caen, attestant qu'elle vous confie la garde de l'enfant de plein gré. C'est faux, bien sûr, mais c'est signé et daté. Si on vous pose des questions, vous pourrez prouver que tout est légal. Marcel rompit enfin son silence. Et Monsieur Renaudin, il va accepter ça. Le père Augustin eut un sourire triste. Henri Renaudin est un homme d'affaires avant tout. Madame Colette lui a fait comprendre que s'il cherche à récupérer l'enfant, elle révélera publiquement sa liaison avec une mineure qui est morte en couche. Cela détruirait sa réputation, ses contrats commerciaux, sa position sociale. Il préférera le silence. Il fit faire demi-tour à son cheval, puis se retourna une dernière fois vers Aimée. Votre sœur est enterrée au cimetière Sainte-Marie de Rouen. Rangée 7, tombe 14. Elle n'a pas de pierre tombale, juste une croix en bois. Quand vous serez installé à Caen, allez la voir. Dites-lui que son fils est en sécurité. Puis il disparut dans le crépuscule, les laissant seuls sur le chemin désert. Aimée regarda l'enveloppe dans ses mains. Elle contenait plus que des documents officiels. Elle contenait une forme de justice, une réparation impossible. La reconnaissance silencieuse qu'une domestique invisible avait plus de droits sur cet enfant qu'une famille bourgeoise qui l'avait acquis comme on acquiert un objet. Marcel fit repartir la charrette. Ils roulèrent en silence pendant le reste du trajet. Émile finit par s'endormir. Sa fièvre semblait légèrement retomber. La nuit tombait sur les champs de Normandie. Et Aimée réalisait quelque chose qui la bouleversait plus encore que la fuite elle-même. Madame Colette Renaudin, la femme qu'elle avait servie pendant 8 ans, la femme qu'elle avait crue froide et hautaine, venait de commettre un acte de rébellion silencieuse contre son propre mari. Non pas par amour pour Aimée, mais par dégoût pour ce qu'elle-même était devenue. Une complice. En laissant partir Aimée avec Émile, Madame Colette ne sauvait pas seulement un enfant, elle sauvait son propre honneur. Elle refusait de continuer à vivre dans le mensonge. Et même si cela signifiait rester prisonnière d'un mariage sans amour, au moins, elle aurait fait une chose juste. Ils arrivèrent à Caen aux premières heures de l'aube. La ville s'éveillait lentement. Marcel conduisit la charrette jusqu'à une petite maison modeste dans un quartier ouvrier. Ses cousins, André et Marguerite Lemoine, les attendaient. Un couple sans enfants qui avait accepté d'héberger Aimée et Émile, le temps qu'ils trouvent un logement permanent. Marguerite prit Émile dans ses bras et l'emmena immédiatement à l'intérieur pour le laver et lui donner un bouillon chaud. André prépara du thé pour Aimée qui tremblait d'épuisement et d'émotion. Marcel s'assit à côté d'elle et posa doucement sa main sur la sienne. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit-il simplement. Aimée hocha la tête, incapable de parler. Elle pensait à Madame Colette, seule dans cette grande maison blanche,
face à un mari qui découvrirait bientôt la trahison. Elle pensait à Suzanne, enterrée dans une tombe anonyme à Rouen, qui ne verrait jamais son fils grandir. Elle pensait à ces 8 années de silence et d'humiliation qui avaient mené à ce moment précis. Et elle pensait à cette photographie, prise quelques heures plus tôt, qui montrait une domestique tenant un bébé dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Une photographie qui avait figé pour l'éternité, le dernier moment, avant que tout bascule. Une photographie qui prouvait qu'Aimée avait toujours été plus qu'une servante invisible. Elle avait toujours été une mère, même si personne, à part Madame Colette, ne l'avait jamais reconnue. Les premières semaines à Caen furent les plus difficiles de la vie d'Aimée. Émile ne se remettait pas de sa fièvre. Le médecin qu'André Lemoine fit venir diagnostiqua une pneumonie et ordonna un traitement strict. Pendant 10 jours, Aimée ne quitta pas le chevet du bébé, le veillant nuit et jour, terrifiée à l'idée de perdre le dernier lien qui la rattachait à Suzanne. Marcel venait chaque soir après son travail, apportant des médicaments, du bois pour le feu, des mots d'encouragement. Les statistiques médicales de l'époque indiquent qu'un tiers des enfants atteints de pneumonie à cet âge n'y survivaient pas, surtout dans les foyers modestes où les soins appropriés étaient difficiles à obtenir. Mais Émile survécut. À la fin du mois de juin 1927, sa fièvre tomba enfin. Il recommença à sourire, à tendre les bras vers Aimée, à gazouiller quand elle lui chantait les vieilles berceuses normandes. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, Aimée sentit quelque chose qu'elle avait cru perdu pour toujours. L'espoir. Marcel lui trouva un travail dans une petite boulangerie du quartier. Le salaire était modeste, mais honnête. Avec l'argent que Madame Colette avait mis dans la valise, Aimée put louer 2 chambres au-dessus d'un atelier de cordonnerie. C'était minuscule, humide l'hiver, étouffant l'été. Mais c'était à elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait un espace qui lui appartenait. Un endroit où personne ne pouvait lui dire quoi faire, quand se lever, comment exister. Marcel venait dîner 2 fois par semaine. Il apportait du pain frais, parfois un peu de viande quand il avait économisé. Il jouait avec Émile qui commençait à ramper puis à marcher. Et un soir de décembre 1928, alors que la neige tombait doucement sur les toits de Caen, il demanda Aimée en mariage. Elle avait 24 ans, lui 37. Rien ne les prédestinait à être ensemble. Une ancienne domestique et un facteur veuf, mais ils partageaient quelque chose de plus fort que l'amour romantique. Ils partageaient le courage d'avoir défié l'ordre établi, de s'être choisis alors que le monde entier leur disait qu'ils n'en avaient pas le droit. Ils se marièrent en janvier 1929, dans une petite église de Caen. Émile, qui avait maintenant 2 ans et 4 mois, servit de témoin en babillant joyeusement pendant la cérémonie. Les registres paroissiaux de l'église Saint-Pierre de Caen conservent la trace de cette union, attestant du mariage d'Aimée Duroy et Marcel Delorme, le 14 janvier 1929. Ce jour-là, Aimée décida quelque chose d'important. Elle dirait à Émile la vérité. Pas tout de suite. Mais un jour, quand il serait assez grand pour comprendre, elle lui dirait que sa vraie mère s'appelait Suzanne, qu'elle était morte en lui donnant la vie, qu'Aimée n'était pas sa mère biologique mais sa tante qui l'avait aimée comme son propre fils. Elle refusait de construire sa nouvelle vie sur un mensonge, même un mensonge destiné à le protéger. Mais avant cela, il y avait quelque chose qu'elle devait faire. Un dimanche de printemps 1930, Aimée prit le train pour Rouen. Émile, maintenant âgé de 3 ans et demi, l'accompagnait. Marcel était resté à Caen pour travailler. C'était un voyage qu'elle devait faire seule avec le petit garçon qui ressemblait tant à sa sœur. Elle trouva le cimetière Sainte-Marie facilement. Rangée 7, tombe 14, comme le père Augustin l'avait dit. Juste une croix en bois rongée par les intempéries avec un nom gravé grossièrement. Suzanne Duroy. 1907-1926. Aimée s'agenouilla sur la terre humide. Émile, qui ne comprenait pas ce qui se passait, resta debout à côté d'elle, tenant sa main. Elle resta là longtemps, sans pleurer, regardant cette croix qui marquait la fin d'une vie trop courte, d'un rêve brisé, d'une injustice qui ne serait jamais réparée. Puis elle dit à voix basse, « Je l'ai sauvé, Suzanne. Ton fils est en sécurité. Il grandit dans l'amour. Il ne connaîtra jamais la servitude.
Il ne connaîtra jamais l'humiliation, je te le promets. Émile tira sur sa manche. « Maman, pourquoi tu parles à la terre ?» Aimé le prit dans ses bras. « Je parle à quelqu'un de très important, mon chéri. Quelqu'un qui t'aimait plus que tout au monde. » « Qui ?» Aimé hésita, puis décida que le moment était venu. « Ta vraie maman. Elle s'appelait Suzanne. Et moi, je suis ta tante Aimée. Mais je t'aime comme si tu étais mon propre fils. » Émile la regarda avec ses grands yeux bleus, les mêmes yeux que Suzanne. « Pourquoi elle n'est pas avec nous ? Parce qu'elle est morte pour que tu puisses vivre. » Il réfléchit un moment, puis posa sa petite main sur la joue d'Aimé. « C'est pas grave. Tu es ma maman quand même. » Ces mots simples, prononcés par un enfant de 3 ans qui ne comprenait pas encore la complexité du monde, brisèrent quelque chose en Aimé. Elle pleura pour la première fois depuis la fuite. Pleura pour Suzanne, qui ne verrait jamais son fils grandir. Pleura pour elle-même qui avait perdu tant d'années dans la servitude. Pleura pour Madame Colette qui était restée prisonnière. Pleura pour toutes les femmes de cette époque qui n'avaient pas eu le choix. Les années passèrent. Émile grandit en garçon intelligent et sensible. Aimé et Marcel eurent 2 autres enfants, des filles en 1932 et 1935. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Marcel mourut en 1961 d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Aimé lui survécut presque 20 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. Mais il y a une chose qu'elle ne raconta jamais à personne, sauf à Émile quand il eut 18 ans. Ce qui s'était vraiment passé dans cette maison de Saint-Aubin-sur-Mer, qui était vraiment son père biologique. Pourquoi Madame Colette avait risqué sa propre sécurité pour les laisser partir? Émile, devenu professeur d'histoire, comprit alors l'ampleur du sacrifice que 2 femmes avaient fait pour lui. Aimé qui avait tout abandonné pour le sauver. Et Colette Renaudin qui avait choisi la vérité au prix de son confort. En 1965, Émile se rendit à Saint-Aubin-sur-Mer pour la première fois. La grande maison blanche des Renaudin était toujours là, mais transformée en pension de famille. Henri Renaudin était mort en 1948, sans jamais mentionner l'existence de l'enfant disparu. Les archives notariales confirment qu'il n'avait laissé aucune descendance reconnue. Mais ce qu'Émile découvrit le bouleversa. Madame Colette Renaudin avait vécu dans cette maison jusqu'à sa mort en 1963, à l'âge de 78 ans. Elle ne s'était jamais remariée, n'avait jamais eu d'autres enfants, avait vécu seule, respectée dans le village comme une femme digne mais réservée. Et dans son testament, déposé chez le notaire de Caen, elle avait légué une somme d'argent considérable à un certain Émile Delorme, professeur d'histoire, en mentionnant simplement « Pour l'enfant que j'aurais voulu aimer comme il le méritait ». Émile pleura en lisant ces mots. Il comprit que Madame Colette n'avait jamais oublié, qu'elle avait porté le poids de cette décision toute sa vie, qu'elle avait choisi la solitude plutôt que de perpétuer l'injustice. Aimé mourut paisiblement dans son sommeil en 1979, à l'âge de 75 ans. Émile, alors âgé de 53 ans, hérita de ses quelques possessions. Parmi elles, une petite boîte en bois contenant des lettres, le mouchoir brodé de Suzanne, l'acte de naissance original et une photographie jaunie, datée de mai 1927. Sur cette photographie, on voyait une jeune servante tenant un bébé avec une tendresse infinie. Derrière elle, un couple bourgeois posant fièrement. Mais en regardant attentivement les yeux de la jeune femme, on pouvait voir quelque chose que personne n'avait remarqué à l'époque. Une détermination farouche. Un amour qui défiait toutes les conventions. Une mère qui refusait d'abandonner son enfant, même si cet enfant n'était pas le sien. Émile garda cette photographie sur son bureau jusqu'à sa propre mort en 2008, à l'âge de 82 ans. Il la montra à ses enfants et petits-enfants, leur racontant l'histoire de 2 femmes courageuses qui avaient changé sa vie. Aimé qui avait eu le courage de fuir. Colette qui avait eu le courage de laisser partir. Aujourd'hui, cette photographie se trouve dans un album familial, conservé précieusement par la petite-fille d'Émile, Claire Delorme, professeure de littérature à Caen. Elle la montre parfois à ses étudiants quand elle parle des domestiques invisibles de l'entre-deux-guerres, de ces femmes qui n'avaient n'âme et pas de voix, mais qui ont quand même trouvé le moyen de résister.
Et chaque fois qu'elle regarde le visage d'Aimé sur cette photographie, elle répète les mots que son grand-père lui disait toujours. L'erreur n'a jamais été l'abandon. L'erreur était de croire qu'une femme qui se bat pour protéger un enfant commet un crime, alors qu'en réalité, elle commet le seul acte véritablement moral qui existe. L'amour inconditionnel face à l'injustice. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque photographie ancienne se cache une vérité que nous ne connaîtrons jamais complètement. Mais si nous regardons assez attentivement, si nous écoutons assez profondément, nous pouvons entendre l'écho de ces vies oubliées qui ont refusé de se soumettre, qui ont choisi la dignité même quand le monde entier leur disait qu'elles n'y avaient pas droit. Aimée du Roi n'était qu'une domestique invisible parmi des milliers d'autres. Mais elle a fait ce que tant de femmes de son époque n'ont pas pu faire. Elle a dit non. Et ce non a sauvé une vie, a brisé une chaîne, a prouvé que même dans le silence le plus total, même dans l'invisibilité la plus complète, la résistance est toujours possible. Parce que l'amour véritable ne se soumet jamais, même face au monde entier. Avant de refermer cette histoire, rappelons une chose essentielle. Ce récit est une œuvre de fictionnel dramatique, inspirée de réalités humaines, sociales et historiques qui ont marqué des générations entières de femmes invisibles. Cette histoire nous rappelle que la morale ne se trouve pas toujours du côté de la loi, ni la justice du côté des puissants. Parfois, le véritable courage consiste à désobéir en silence pour protéger ce qui est fragile, même au prix de sa propre sécurité. Aimé et Colette, chacune à leur manière, ont choisi la dignité plutôt que le confort, et l'amour plutôt que le mensonge. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Aimé, face à un choix aussi dangereux qu'irréversible? Pensez-vous que le silence peut parfois être une forme de résistance morale? Jusqu'où une personne ordinaire peut-elle aller pour réparer une injustice qu'elle n'a pas créée? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez en commentaire le mot « dignité ». Il nous permettra de savoir que vous avez partagé ce moment jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette histoire. Et si vous le souhaitez, partagez une ancienne histoire de votre famille ou de vos ancêtres. Un secret, un sacrifice, une décision silencieuse. Vos témoignages peuvent inspirer de nouvelles histoires sur cette chaîne, et nous vous en remercions sincèrement. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires, et à partager ou commenter pour soutenir ce travail de mémoire. Vous pouvez également cliquer sur la carte finale pour continuer avec d'autres récits humains et documentaires. Merci d'avoir écouté avec respect. Certaines histoires ne crient pas, elles murmurent. Et parfois, ce sont celles qui changent tout.